d'activer. Ça, on va directement mettre là-dedans. Et là, on peut retourner dans le menu des settings. Récupérer cette variable-là. Et remplacer Allow Notification, voilà. Par ça. Ici, on va pouvoir supprimer tout ça. Et donc maintenant, on a un joli false. Pourquoi? Parce que c'est pas le même contexte, tout simplement. Hop. Voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, on sait si on a une notification, on ne récupère pas directement notre composant. On l'a un peu plus haut, top niveau. Donc maintenant, ça fait que si on valide la modification, on va la voir en temps réel. C'est-à-dire qu'on reviendra sur le menu et on l'aura directement. Donc, notre commit. Ici, on n'a qu'à dire que on peut commit si le nickname du coup est différent ou si Allow Notification est différent de As Notification. Là, si on regarde ici et qu'on fait un nul. Ok. Donc là, si j'appuie. Parfait. Alors, ce qui est un petit peu chiant par contre, c'est que ça nous fait bouger le menu des paramètres ici. Ce qui est pas ouf au niveau de l'interface. On va tricher un petit peu. Tac. Ah non, on va pas tricher en fait, mince. C'est embêtant ça. En fait, il faudrait que la div ne soit jamais vide. Donc il y a tout le temps un truc qui rentre en fait ici. Alors, est-ce que notre icône elle a une taille par défaut éventuellement? Ah, c'est pas un composant icône custom. Parce que si je fais ça, que je mets une touchable opacity mais qui fait rien, est-ce que ça pourrait marcher? Non, c'est quand même faire bouger. Hein. En gros, ça veut dire que... En fait, il faut qu'on ait une taille minimale. On va voir. Pourquoi il n'a pas le même style que l'autre? Ok, c'est ça. En fait, il faut qu'on ait une taille minimale, mais qui soit égale à la taille d'une icône par défaut. Bon, il faut pas trop parler. Alors, en gros, si tu as besoin, tu as la commande pour installation projet qui est disponible. Mais pour te présenter un peu Momently, donc en fait, ça part d'un postulat, c'est que Instagram, c'est bien, mais t'as pas de vie privée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir poster un truc, forcément, les gens qui vont être abonnés à toi vont le voir. Alors, tu pourrais le poster en story, et dans ce cas-là, avoir des stories privées avec juste un groupe d'amis, mais tu as qu'un seul groupe. Et en fait, c'est un peu frustrant parce que parfois, tu as envie de poster quelque chose juste pour t'accompagner toi, ou pour ta famille. T'as pas envie que tout le monde le voit.
parfois tu postes des trucs parce que tu as envie de faire des essais, mais t'es pas sûr. Donc l'idée c'est Momently en fait, c'est une application où tout comme Instagram, tu vas pouvoir poster du contenu, mais par défaut en fait tout ce contenu là sera exclusivement privé. Tu seras le seul en fait à pouvoir voir toutes tes stories et toi seul choisiras à qui tu veux le partager. Et pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu auras des groupes. Donc tu vois, tu peux avoir un groupe avec toute ta team, un groupe avec juste ta copine, ta famille, ta bande de potes, un groupe avec tes fans de chats par exemple. Juste poster ta story là-dedans, et dans ce cas-là, c'est uniquement les gens du groupe qui pourront la voir. Tu pourras la mettre aussi en public. Dans ce cas-là, toutes les personnes abonnées à toi la verront dans leur feed principal qui est ici. Ou après, si jamais c'est vraiment public et parce que tu es un créateur et tu as envie de te faire remarquer, tu peux les poster effectivement et tu as une carte qui te permet de voir en fait tout ce qu'il y a autour de toi. Alors, là avec le dev mode, je suis à Cupertino, donc c'est pas pertinent, mais si je prends un exemple, hop, voilà. Je suis parti par exemple en Italie, ici. Et s'il y a des gens qui sont en Italie et qui se disent tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir ici, ils pourraient lancer l'application, regarder sur la map, et bam, en Italie, tiens, il y a 2 photos qui ont été mises en public, ça veut dire que tout le monde pourra les voir. Donc tout le monde pourra se dire ah ouais, ici il y avait ça qui était sympa. Et en fait, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager à la fois un mood, de pouvoir partager des souvenirs, mais pas forcément que toute la Terre le voit. Juste les personnes que tu as envie. Tu vois, typiquement, il y a des fois, genre, ma famille m'envoie des photos de ma nièce, et j'ai pas forcément envie que ce soit sur Instagram. Enfin, quand je passe du temps avec elle, j'ai pas envie que tout le monde voit ma nièce. Par contre, j'ai envie que mes parents puissent la voir, j'ai envie que ma soeur, mon frère les voient. Et dans ce cas-là, je crée un groupe, je le partage dedans, je l'ai posté, eux seuls peuvent le voir, et voilà. Donc on est un peu sur cette idée-là, c'est un réseau social totalement intimiste, donc compatible uniquement sur mobile, hein, pas de web pour l'instant. Et après, c'est toi qui choisis ta granularité. Tu choisis que ce soit juste pour tes proches, et dans ce cas-là, tu crées un groupe avec tes proches. Tu choisis que tu veux être créateur, dans ce cas-là, c'est tout le monde qui le verra. Enfin voilà, il n'y a pas de limite dans le partage en fait derrière. Et par défaut, en fait, tout est privé, donc c'est uniquement toi qui vas pouvoir dire ok, j'ai posté un truc, je suis pas prêt à le partager, donc je vais attendre un peu. Et dès que tu seras prêt à le partager, tu le partageras. Par exemple, je prends cette photo-là, tac, je choisis le couple, le groupe dans lequel je vais partager, et je le partage. Alors au niveau de l'UX, pour l'instant, c'est moi qui ai tout fait, et je le cache pas, hein, je suis dev, je fais beaucoup plus de back que de front, voilà, je fais un peu comme je peux, mais l'idée est là. L'idée en fait elle est partie d'un constat juste que j'ai des photos que j'aimerais partager avec ma copine mais que je peux pas. Donc on était parti sur l'idée tiens viens on fait une application de partage de photos, et après j'ai une pote qui m'a dit ouais c'est bien parce qu'en fait moi il y a des fois j'ai du contenu mais j'ai pas envie de le partager à tout le monde, juste mes parents. Et on s'est dit bon vas-y go. Et l'idée derrière c'est qu'il n'y ait pas de revente de données et que tout soit en mode j'ai ma vie privée, je la partage. Donc oui, c'est une idée originale. Après, ça reprend des concepts qu'on connaît déjà, qui ont été mélangés. Ça reprend le concept d'Instagram qui va servir à poster des photos. Ça reprend le concept de Facebook avec les groupes qui étaient privés ou les groupes qui étaient publics. Ça reprend le concept de Snapchat qui va être avec la map, qui permettait de localiser ses amis. Là, c'est pour localiser des posts. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait un mélange d'applications. Après, pour moi, ce projet-là, c'est surtout un projet qui me permet à la fois de faire du portfolio et aussi, de me faire kiffer, de répondre à la problématique qu'on a avec ma compagne. Mais c'est aussi derrière de me dire, je découvre des trucs. Donc pour ce projet-là, par exemple, j'ai utilisé Xstate plutôt que Redux pour gérer toute la partie state management. J'ai réappris totalement Firestore. Alors, réappris, oui, parce que j'utilise dans le cadre du bureau. Et voilà, et en fait, juste, on se fait kiffer, avec un peu de dev, tout simplement. Et donc là, typiquement, tu peux arriver, chercher un utilisateur, tu peux après donc cliquer sur son profil, donc voir tout ce qu'il a posté, tout ce qu'il a posté de public, tout ce qui est privé est bien géré. Si on regarde là, j'ai que 9 stories, et si on regarde sur mon profil en tant que moi-même, j'en ai 27, parce que la moitié du coup n'est pas public.
Et voilà. Alors après, c'est du dev mobile, oui et non. Disons que ça reste du JavaScript. C'est du React Native, ça permet de faire de l'iOS, de l'Android. Donc c'est pas du Swift, de l'Objective-C pour iOS ou du Kotlin et du Java Android. Là, c'est vraiment que du React Native. On fait zéro natif derrière. Alors j'ai pas trash talk la communauté PHP parce que je me suis fait mis à l'amende par un mec l'autre jour sur Coding Game. Mais ok. Et du coup, tu fais PHP en tant que DevPro. J'ai regardé ton profil, il me semblait que tu étais encore en études, non? Oh, tu me mets un doute. Antira. Ouais. Ok, trop cool. Et du coup, alors, niveau master, c'est parce que c'est vraiment un master ou c'est les certifications d'État, comme la formation concepteur-développeur. C'est concepteur-développeur que tu vas faire. Ouais, traité d'un CP. Bah, écoute, bienvenue au club, hein. C'est ce que j'ai fait aussi. Je l'ai fait il y a bientôt 5 ans. Mais j'ai pas fait le CDA. Je vais t'arrêter à WWDM. Et après, j'ai appris sur le tas. Et en fait, j'ai eu la chance, c'est que j'ai passé mon titre RNCP, du coup, développeur web mobile. Et j'ai eu en fait un poste à Paris dans une startup qui venait de démarrer. Alors, enfin, elle avait 2 ans, mais en gros, c'était une deuxième levée de fonds. On était 5 développeurs. Et le CTO m'a dit, ok, bah viens avec nous. Et il m'a beaucoup appris. Rien que pour ça, en fait, je le remercierai vraiment tous les jours s'il fallait. Et écoute, bah, bientôt 4 ans plus tard, je suis toujours là. Que maintenant, je commence à lancer mes propres projets de mon côté tranquillement. Et donc toi, tu l'as fait où ta formation? Parce qu'en fait, je sais que l'école où je l'avais fait, donc c'était à Tours, propose le CDA. Mais il me semble qu'il y en a plein d'autres en fait, plein d'autres endroits où tu peux la faire. Alors yes, je suis toujours en entreprise. Euh, c'est un projet, je sais pas trop si je vais rester encore des années entières. J'avoue que le freelance, plus ça, plus ça m'attire. J'attends de voir. Pour l'instant, j'attends de voir, mais effectivement, je suis toujours en entreprise pour l'instant. Je travaille toujours sur du React Native, du React et du Node.js. Du coup, je suis passé lead dev avec le temps et aujourd'hui, je manage 2 personnes et je les accompagne au quotidien. C'est pour ça que souvent, je le dis sur Twitter, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que, un, la communauté est très grande et deux, si je passe par là et que j'ai la réponse, enfin, je vais vous la donner avec grand plaisir. Ok, trop cool la région parisienne. Et donc là, t'as quitté ou non? Tu y es toujours et juste tu continues à percer ici. Alors, dans notre commit, on était où? Ok. Yes, alors après, j'ai cravaché, hein. Enfin, franchement, ça a été très compliqué au début. Je me suis tapé un syndrome de l'imposteur pendant très longtemps, et encore aujourd'hui en fait. Mais ok. Bon bah écoute, si jamais t'es à Paris et qu'un jour tu veux te faire un café, n'hésitez pas, hein. Franchement, moi j'y vis encore. Je suis pas prévu de quitter pour l'instant. C'est des projets dont on discute, mais pour l'instant, on reste ici. Alors la size, tac 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 tac. Config. Hmm. Ouais, bah écoute, sérieux, hein, j'habite Paris, j'adore cette ville. Si jamais je peux aider des personnes à monter en compétences ou juste à chiller autour d'un café, moi c'est quand vous voulez, hein. Alors on est un peu bloqué.
Tac, native element default size. Je vais vous le remettre. Tac. J'ai un vieux doute. Oh, je vais checker sur Streamlabs. En fait, c'est pas projet. Vous savez que j'ai fait une faute, c'est peut-être projet avec un C. Hein. En vrai, des fois, je me sens totalement illettré sur l'orthographe français-anglais. Donc, hop. Streamlabs. Tac. Connexion. Autorisé. Point d'exclamation about. Ça permet d'avoir la description. Et point d'exclamation bêta, en fait, permettait d'avoir du coup le lien pour s'enregistrer et participer à la bêta pour ceux qui voudraient rejoindre après l'aventure. Et en fait, enfin, pour moi, c'est pas du taf, c'est que du kiff, donc ça me dérange pas du tout de parler. C'est vrai que là, je suis un peu bloqué parce que j'ai ce petit souci d'icône qui apparaît pas comme il faudrait. Donc c'est un peu frustrant. Définir ça comme ça. Tac. Hop. Et donc si c'est pas pristine, hop. Et donc si c'est pristine, on est sur un nul, sinon on est sur un commit update. Et donc là, tac tac. Ok, ça fonctionne. Mais du coup, on n'a pas résolu ce problème de taille. Alors. Ah, c'est 26. Tac. Ah, voilà. La taille par défaut, ça ne bouge plus. Donc si je reviens, je modifie. Parfait ça. Alors, on reprend. Et en vrai, c'est agréable d'avoir des gens qui vont être là dans le chat et te parler, te dire « Hey, mais c'est quoi ça? Et c'est quoi ci ?» Juste un petit chat mort où du coup tu vas essayer de l'animer. Et voilà. Et du coup, bien, Mister Soutien va faire comme toi. Il vient de s'installer, il vient de dire bonjour. Et du coup, salut à toi Mister Soutien. Bienvenue. Hop là. Ah putain, ça me fait penser que j'ai pas fait d'emoji personnalisé. Faudrait que j'essaye. Faudrait que je prenne le temps de bien customiser la chaîne. Et ben écoute, ça va très bien. On profite de ce dimanche après-midi de repos. Il fait grave chaud et en fait je suis un peu bloqué chez moi. Donc on va en profiter pour streamer. Et puis vu que ça fait une semaine de repos, bah, ça fait du bien de revenir. Ça fait du bien de reprendre le projet. Donc je dirais que je suis au top de la forme. Et toi, mais sans soutien. Comment tu te sens? Installe-toi, écoute. N'hésite pas à te présenter aussi. Antiradev l'a fait tout à l'heure en disant qu'il était développeur PHP. Hop, donc on avait vu ça. Et donc maintenant, il faut juste qu'on fasse l'interaction ici. Qui s'est inscrit à la bêta? Alors la bêta pour l'instant elle est fermée initialement, donc c'était uniquement ma compagne et moi. Et lors du dernier stream, j'ai deux personnes qui avaient rejoint totalement random et qui étaient là en mode bah vas-y, je rejoins la bêta.
Donc après, chaque personne qui veut s'inscrire peut s'inscrire. J'avais annoncé, en fait, avant de prendre une semaine de repos, que la bêta devrait sortir cette semaine. Et en vrai, il y a plein de trucs qui sont pas terminés. Du coup, je m'étais dit, bon, je vais prendre le temps de les terminer aujourd'hui en stream. Je vais essayer de lancer la bêta comme ça dans la foulée. Et comme ça, au moins, les personnes qui seront inscrites pourront rejoindre. Il y a toujours des places de toute façon. Donc pas de souci là-dessus. En fait, j'aimerais juste terminer donc l'écran d'accueil qui est horriblement moche, vraiment. Donc là aujourd'hui on terminait donc les notifications qui étaient un peu plus conventionnelles. Ensuite on va fixer les notifications pour que ce soit totalement terminé. Et après on s'attaquera donc à l'écran d'onboarding en fait qui présente un peu l'application pour que la bêta soit un peu plus user-friendly. Mais écoute, merci de l'avoir rejoint, ça fait plaisir. Et du coup, Mister Soutien est un peu fatigué, mais écoute, effectivement, c'est un signe d'un bon week-end. Et j'ai envie de te dire que le dimanche, c'est fait pour ça. Enfin, clairement, moi je sais que le dimanche, j'aime bien juste pas mettre de réveil, me lever chill, prendre le petit café avec ma compagne, un petit coup de ménage en général, et puis après, c'est genre bouquin, je sais pas. En ce moment, j'avais envie de stream, donc je me suis dit, bon, bah allez, on va en profiter. S'il y a des gens qui sont là et qui veulent chiller le dimanche après-midi, bah écoutez, on est là pour ça. Après, attention, Mister Soutien. Il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue parce qu'on n'a rien fait et la fatigue parce qu'on a juste bougé tout le week-end. Toi, aujourd'hui, c'est quelle fatigue? Si c'est une fatigue de n'avoir rien fait, ok, je comprends. Mais ça vaut quand même le coup, durant le week-end, de faire des petits trucs, tu vois, juste, et ben, je sais pas, de chill autour d'un bouquin et pas juste de voir le temps passer, ce serait dommage. Alors tes emojis elles viennent de chez qui? De chez Voyo. Ok, je connais pas du tout. Ça, je vais me le noter ça. En fait, j'ai une liste de to-do parce que ça permet de suivre un peu l'avancée du projet. Donc là, j'avais fait en fait ce qui était en cours. On va plutôt la voir comme ça, ce sera plus simple. Avec tout ce qui est encore à faire. Et il y a d'autres to-do, dont une pour le stream. Et effectivement, les émotes, grâce à toi, Mission Soutien, je vais pouvoir l'ajouter parce que ça, j'ai pas pris le temps de les faire. Tac. En fait, j'étais persuadé que les modes que tu avais mis quand tu as dit salut, etc., c'était des emotes un peu custom. Je sais pas si c'était les emotes par défaut. Bon, en vrai, je vais quand même faire des emotes juste parce que j'ai des chats. Et en fait, ça va me faire aussi apprendre un nouveau truc, c'est-à-dire à faire des emotes, tout simplement. J'avais déjà pris le temps en fait de faire les premiers gifs pour tout ce qui était abonnement, raid, etc. Donc voilà, on va continuer la configuration de Twitch. Là d'ailleurs, si jamais il y en a qui s'abonnent, en fait, on verra mon chat qui était juste un peu fou et qui se tape une bougie. Et après, il y a d'autres emotes qui arrivent pour la suite. Et donc maintenant qu'on a un peu fait le tour des présentations, que Mister Soutien a rejoint l'équipe, on va quand même continuer un petit peu cette partie-là. Et donc, on avait besoin de savoir si on avait une modification des notifications. Alors, en vrai, cette fonctionnalité-là, vu qu'elle est cachée désormais par un booléen, on n'a plus besoin de la vérifier. Effectivement. Par contre, ce qu'on veut vérifier, c'est effectivement, est-ce qu'on a une modification des notifications. Hop. Donc là, ça va être update notification. Si ici on a une différence aussi, hop. On va mettre à jour le profil. Et dans les deux cas, on revient en arrière après. Développeur web de base, t'as ça saoulé. Et maintenant, tu te la coules douce. Et bah écoute, putain, je rêverais de me la couler douce aussi. Mais qu'est-ce qui t'a saoulé au final dans le dev? C'est la communauté? C'était le taf? Intéressant de savoir.
En vrai, le burn-out du dev, ça, plus ça va et plus j'en vois sur Twitter. Donc je me demande en fait qu'est-ce qui pousse les gens à péter les plombs en fait. N'hésite pas aussi à... Ah bah j'ai pas vu en fait le petit salut, autant pour moi. Alors du coup, Mission Soutien qui a fait beaucoup d'agences web, donc une flotte n'est pas intéressante, des deadlines effectivement. Alors je te rassure, je me suis toujours interdit les agences. Les agences et les ESN. En fait, je comprendrais qu'on veuille y aller. Je pense que c'est très formateur. T'apprends à gérer la pression. Mais je t'avoue que c'est pas ça qui m'a attiré. Moi, clairement, l'idée c'était d'avoir un milieu un peu sain où faut aller vite, mais t'es pas en mode t'as un client, il faut balancer. D'où le choix de la startup. Et du coup, Mike Colino qui rejoint, donc débute le dev, et bah écoute, enchanté. J'espère que tu pourras prendre quelques petits trucs avec nous ici. Et donc toi, Mike Colino, t'apprends le dev avec une école, t'apprends le dev en mode solo, dis-nous tout. On est là pour ça. Bah, disons que l'agence et le SN, c'est bien, je pense, en premier boulot, mais il faut vraiment faire attention à soi-même. C'est-à-dire que c'est bien dans le sens où ça va tout de suite te donner des pratiques de grosses boîtes, ça va te conditionner effectivement, mais je pense que c'est bien pour avoir une bonne cour de formation, et après, c'est le moment où il faut partir et faire quelque chose qui va nous faire kiffer. Et du coup, Michaelino, formation en 9 mois pour être dev et web mobile. Donc je suppose que tu dois passer un titre RNCP de niveau 2. Ouais, clairement, enfin, moi je sais que jamais, jamais, jamais. Et alors, il faut jamais dire jamais, hein, mais clairement, je me verrais pas travailler dans une ESN ou une agence. Et alors, pour tous ceux qui rejoignent le chat, qui sont développeurs juniors, attention, là je parle pour mon cas personnel. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je n'aime pas quand il y a trop de monde. Pour autant, une ESN, ça peut être vraiment un moyen de bien apprendre dans la mesure où vous allez être dans une grande entreprise. Donc vous aurez une structure, vous aurez des patterns, vous aurez une organisation. Ce qui n'est pas forcément le cas en startup. C'est là où effectivement il faut bien faire attention. La startup, c'est bien parce que en général, il faut aller vite et bien, et t'as pas trop le choix, il faut que tu te débrouilles pour que ça marche. Mais le problème, c'est que tu prends pas forcément des bonnes pratiques derrière. Et du coup, l'équivalent licence, eh ben, écoute, je connais très bien, comme je le disais tout à l'heure, justement, notre ami Antira, c'est ce que j'ai exactement fait il y a maintenant 5 ans, enfin 4 ans et demi, 5 ans, une reconversion pro. Et je me suis lancé du coup avec un DWWM, donc un titre de RNCP de niveau 2. Et écoute, ben, félicitations à toi. Je ne sais pas ce que tu faisais avant, n'hésite pas à nous le dire, n'hésite pas à parler de ton déclic, parce que ça, c'est toujours exactement, pardon, je le lis en même temps. C'est quelque chose d'intéressant, en fait, de savoir qu'est-ce qui font que les gens ont envie de faire du dev. Moi, à titre personnel, c'est parce que j'ai toujours touché à ça. Je me suis chié dessus à la fac. Vraiment, je suis arrivé à la fac. J'étais content, j'étais là en mode, bah, j'ai eu 19 au bac de maths. J'avais la programmation, je suis un petit nerd, donc vas-y, go. Et on m'a dit, attention, le niveau en maths est un peu dur. J'étais là en mode, oh, ça passe. Et je me suis rétamé. C'est-à-dire qu'en fait, 50% du tronc commun, c'était genre tout ce qui était programmation, économie, anglais. Cartonné. Par contre, le deuxième tronc, où là on m'a dit bah, c'est des mathématiques et je connaissais même pas les signes, je me suis tapé un 2,5. Je suis rentré à la maison, j'ai fait hop, c'est plus pour moi. Donc après, bah voilà, comme Mike Olino, j'ai fait une reconversion pro quelques années plus tard en fait. J'ai mis du temps à me chercher et je suis revenu un peu sur le dev. Et voilà, maintenant ça va faire 4 ans et demi que je suis dedans et je pense que je me lève pas une journée sans me dire la chance que j'ai quoi. Et du coup, Michaelino, tu as fait 2 masters en marketing management. Dernier poste était ingénieur commercial. La pression est de jamais être chez toi. Eh ben écoute, je te comprends tout à fait. Par contre, 2 masters en marketing, waouh, faut être motivé. C'était quoi? C'était un double cursus ou c'est que tu as fait genre un premier master, mais tu t'es dit, ah, j'y retourne. Et tu as refait encore 2 ans.
tellement raison, il faut trouver quelque chose qui nous branche, mais il faut aussi que les recruteurs veulent de toi. Alors, personnellement, moi je le dis parce que je donne avec mon point de vue de lead dev aujourd'hui. Je fais passer de temps en temps des entretiens. On a recruté beaucoup de juniors dans l'entreprise. C'est un choix stratégique. Dans un profil junior, alors je voulais faire un thread sur Twitter d'ailleurs, enfin je peux vous le partager, hein, mais il y a une petite liste là avec l'optimisation de son entretien d'embauche quand on est junior. C'est ça, je voulais vraiment en parler. Quand on est junior, globalement, il faut se dire qu'aujourd'hui, on va arriver sur un marché où il y a plein de monde. Les ESN vont vous démarcher, elles vont vous rencontrer, et après, il y a une chance sur deux qu'elles vous disent en fait, vous n'avez pas le niveau, parce qu'elles voient la louche. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai des profils juniors qui arrivent, il y a beaucoup de questions sur le mindset, c'est-à-dire que tu fais du dev très bien, pourquoi? Et du coup, comment tu construis ton profil de développeur? C'est-à-dire que tu as ceux qui vont faire une reconversion parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent à faire dedans et qui ne vont pas forcément aller plus loin qu'après l'école. Partez sur les recrutements. Donc ce que je regarde beaucoup, c'est le mindset. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là juste pour de l'argent? Dans ce cas-là, c'est pas des profils que généralement je vais vouloir garder. Et c'est des gens qui font ça par passion, parce qu'ils aiment ça et qu'ils se sont dit c'est une évidence. Dans ce cas-là, je vais m'intéresser à ces personnes-là. Après, en général, je vais parler un peu d'algorithmie parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas en fait dans les bootcamps. Dans les bootcamps, en fait, généralement, on va vous dire, voilà, vous allez apprendre JavaScript, on va faire une page, une intégration. Ensuite, on va faire un framework, un projet, on va faire du Heroku, du MongoDB, fin, diplôme, aller sur le marché du travail. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées. Et donc, il y a plein de ressources pour travailler là-dessus qui sont gratuites sur Internet. Donc, n'hésitez pas à y aller. Généralement, je fais un petit exercice en pseudocode, s'il faut, pour dire, voilà, j'ai telle problématique, comment je la résous, et j'analyse en fait la manière dont la personne va construire son raisonnement. Et après, il y a un peu tout ce qui va être autour. C'est-à-dire que si le mec va me dire, ouais, j'ai commencé un projet perso, je me suis intéressé à tel techno, ou après mon école, j'ai travaillé, j'ai approfondi tel sujet, ok, on regarde. C'est intéressant, ça allait pas. Très bien, donc tu as des connaissances ou tu as envie d'aller plus loin, c'est une bonne chose. Et après, il y a la personne qui va me dire aussi, et donc comme je l'expliquais à Mike Olino, aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui est assez compliqué, mais il y a de la place. Vraiment, enfin, il y a plein de gens qui vont dire c'est un peu bouché, il y a de la place pour des juniors, mais il y a de la place pour des juniors qui en ont envie. C'est-à-dire des gens qui vont être là parce qu'ils aiment le dev, pas parce que c'est juste un moyen de gagner plus d'argent à la fin du mois. Et donc, quand je recrute, je regarde effectivement donc, le mindset, je travaille un petit peu l'algorithmie, je regarde aussi la culture qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-ce que le mec va faire de la veille et comment il va la faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui va essayer de construire une communauté sur Twitter ou de rejoindre une communauté, et dans ce cas-là, est-ce qu'il va être entouré? Ou est-ce que ça va être un ermite qui va être dans son coin? Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, développer, on peut le voir, on peut l'apprendre en quelques mois, ça a été prouvé. Ça fonctionne, il y a plein d'écoles pour ça. Mais il y a plein de choses autour, et il y a aussi les compétences personnelles. C'est-à-dire que avoir un développeur qui va vouloir avoir raison ou qui va pas être capable de se dire ok, peut-être que je me suis planté, ça va être compliqué à faire progresser. Avoir un développeur qui va être là en mode ouais, je dev, moi je communique pas, on me donne un cahier des charges, je remplis, très bien, sauf que tu travailleras souvent en équipe. Donc en équipe, il faut que tu saches communiquer. Et ça, la communication, c'est un point qui est très important. Autre chose aussi, n'hésitez pas à prendre du temps pour vulgariser. C'est un exercice que je fais souvent, en fait, notamment par rapport à l'équipe que je manage aujourd'hui, c'est de dire, écoute, moi je suis un non-dev, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Git? Tout simplement. Et là, vraiment, sur le moment où j'ai dû construire mon équipe et j'ai vu une dizaine de profils, j'en ai vu plein qui étaient là en mode, alors c'est un réseau social, c'est un outil pour faire ci. Apprenez à vulgariser. Et si vous voulez un bon moyen pour le faire, si vous avez une compagne, un enfant, un chat, un chien, essayez de lui apprendre ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous allez en fait reformuler ce que vous avez vu. Donc pour vous, ça va vous faire travailler. Et derrière, ça vous permet d'apprendre à communiquer. Et c'est très important aujourd'hui. Et du coup, donc le Dado Divin se présente. Je vais lire cette petite présentation. Donc tu fais un DUT informatique. Actuellement, tu cherches une alternance avec une formation Open Classroom pour une bonne expérience. Et écoute, bonne chance à toi. Félicitations effectivement pour, je suppose du coup ton DUT que tu as dû obtenir cette année.
Et donc, ça fait quelques années que tu refais une alternance pour un M2, Master 1, quelque chose, ça met dans 4 ans. Ok. Bah écoute, Michaelino, franchement, t'es déterminé, enfin juste fonce. Et il n'y a pas de raison que derrière ça ne fonctionne pas. Enfin, clairement les gars, si vous êtes motivés, il y a du boulot, hein. Il n'y a pas de raison. Écoute, merci Antira. Je vois qu'en fait tu l'as fait. Et c'est vrai qu'il y a une grosse mouvance en ce moment sur Twitter où les gens prennent du temps pour se présenter et parler de leur cursus. N'ayez pas peur de ce que vous faites. Et si vous avez fait des expériences avant, personnellement, je sais que moi je les valorise en entretien d'embauche. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me dire j'ai fait que du dev, mais j'ai 29 ans. Bah ouais, mais t'as fait quelque chose avant? Ouais, mais ça compte pas. Si, en fait, ça compte parce que ça vous a aussi appris des manières de fonctionner d'entreprise qui sont intéressantes. C'est-à-dire que un des collaborateurs que je manage, par exemple, a été équipier polyvalent. Et du coup, il a fait pas mal de restauration rapide, différents services de vente à emporter, de prêt-à-porter aussi. Et en fait, je lui dis, pourquoi tu valorises pas ça aussi? C'est-à-dire que tu as un relationnel. Fonce. Enfin, vous avez des compétences qui sont liées au dev. Vous avez aussi des compétences qui étaient liées à votre historique. Valorisez-les, c'est important. Parce que ça vous définit, en fait. Et sur ça, vraiment, enfin, il faut y aller. Tu vois, Michaelino, par exemple, toi, tu as fait du marketing, du management. Bah, franchement, utilise-le. Utilise-le pour justement te mettre en avant en te disant bah ouais, ok, je vais faire du dev, mais j'ai aussi vu telle partie. Et si tu rejoins une startup, peut-être que tu pourras aussi apporter un point de vue sur une fonctionnalité, sur un besoin en fait. Enfin, moi je le dis, hein, typiquement, j'ai fait, avant de faire développeur, j'ai fait 3 ans et demi de relations clients donc en call center. J'avais fait encore 1 an avant. Après, j'avais fait 2 ans d'usine. Enfin, ça, clairement, j'en suis servi dans mon entretien d'embauche pour dire, bah ouais, de la rigueur. Bah écoutez, je me suis quand même levé tous les matins à 4 heures pour être à 5 heures au travail. Pendant des années, j'ai fait relations clients où j'ai dû suivre des conventions et des grilles. C'est des expériences qu'il faut savoir mettre en avant. Ouais, voilà, être interlocuteur. Parce qu'en fait, quand tu devs, comme je dis, tu devs rarement quand tu es en entreprise dans ton coin. Et même si tu rejoins une ESN, tu as toujours une équipe, une squad derrière qui va t'accompagner. Donc ce serait dommage en fait de juste être dans son coin, cloîtré. Si vous avez fait des métiers liés à de la relation, utilisez-les. Enfin, vous savez parler. Et les compétences, sachez une chose, c'est que être développeur, ça s'apprend. Les compétences, ça s'apprend. Le mindset, c'est quelque chose qui est lié à la personne. Si vous avez un bon mindset, mais que vous avez quelques lacunes en compétences techniques, ce n'est pas grave parce que ça s'apprend en fait, ça se travaille. Voilà, tu vois, vous voyez, Michaelino, par exemple, a plusieurs langues à son actif. Et ben, un des avantages, c'est que typiquement, demain, un projet qui va être par exemple de l'internationalisation, il pourra participer, sans forcément dire qu'il fera le traducteur, mais il pourra aider et dire bah ouais, mais peut-être que j'ai une culture de cette langue-là et peut-être que parce que je sais parler cette langue-là, je sais que ça pourrait mieux marcher que d'autres. Peut-être que entre-temps, il lit de temps en temps les journaux et il se verra que par rapport à la France, ça ne marche pas. Il y a plein de moyens de se mettre en avant. Il faut juste en fait prendre le temps de se dire ok, j'ai un background, comment je peux l'utiliser pour aujourd'hui progresser. Et après, un truc tout bête, hein. Vous prenez votre GitHub, vous le refaites. C'est con. Ça, vous avez des générateurs de README sur GitHub qui le font tout bête. Prenez le temps, customisez-le un peu. Faites pas juste un gros copier-coller, vous prenez, vous le customisez. Prenez le temps de vous construire quelque chose. C'est-à-dire que vous avez un LinkedIn, prenez le temps de faire une photo qui est correcte. Pas une photo où vous êtes en soirée, ou du moins quelque chose qui vous ressemble. Hello Gostorio, bienvenue à toi. Avoir une présence, ça fait que si on vous cherche, on vous trouve et on voit ce que vous savez faire ou ne pas faire. Écoute, bonne soirée à toi, Antira. Merci d'être passé. De toute façon, le prochain stream, je pense que ce sera jeudi. Non, vendredi, pardon. N'hésitez pas à vous présenter. Alors, je vais pas tenter du Flutter. C'est pas très gentil de poser la question.
Mais je vais quand même pas sortir. Enfin, je vais quand même sortir de la zone de confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, Amplify, j'avais commencé à l'utiliser, mais j'ai vite abandonné. Et il y a beaucoup de contraintes. Donc ça va être un peu ma sortie de zone de confort, ça va être Amplify pour gérer tout le back-end, etc. Et React Native après, parce que bah, oui, ça c'est la zone de confort, on aime un peu quand même dedans. Mais non, pas d'excuses. Effectivement, la zone de confort, il faut pas hésiter à en sortir. Écoutez, LCGMK, Riot Twitch, vous venez de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous présenter. On a des développeurs dans le chat, on a des développeurs juniors, des développeurs qui sont un peu plus seniors. On avait Antira qui faisait du PHP, on a 2 personnes qui sont en formation, donc écoutez, à votre retour, on vous écoute. Et en attendant, effectivement, juste pour résumer, donc vendredi, un petit marathon là-dessus. Moitié zone de confort, moitié non-zone de confort. Mais effectivement, voilà, ce sera l'occasion aussi de présenter un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai que tout Momently tourne autour de Firebase, donc notification, Cloud Function, Firestore pour la base de données. C'est bien, on va essayer aussi de montrer autre chose. Et en fait, derrière, ça amènera aussi à un thread que j'avais envie de faire sur Twitter, qui était comment lancer une application rapidement. Donc en gros, vendredi, ce sera un peu le moyen de faire ce thread-là. Voilà. Et alors, c'est toujours pas point d'exclamation project, je me suis encore planté dans les commandes, c'est point d'exclamation upvote pour avoir la présentation de Momently et point d'exclamation bêta pour avoir le lien du Typeform pour s'inscrire à la bêta de ce projet-là. Après, tu peux toutes les tester, hein. Je pense que j'ai dû normalement toutes les désactiver sur Streamlabs. Et donc pour ceux qui rejoignent, qui avaient déjà vu un petit peu, aujourd'hui on a juste refait ce petit menu là pour avoir un truc un peu moins dégueulasse. Et on est en train de faire voilà, le fait d'avoir quelque chose qui était pristine ou pas. Donc hop, je modifie ou je reviens à l'état d'origine, le formulaire. Et donc avoir un trigger de il faut le mettre à jour ou pas. Et on va aussi le faire sur le go back. Si c'est pristine, on fait juste un go back. Sinon, Action Sheet iOS. Bah, en fait, je cherchais un projet à faire de manière, entre guillemets, rapide. Et je me suis dit, une application de budget, pourquoi pas. Tattoo Divin qui demande comment on peut trouver des idées de projet. Alors, Momently, le projet, c'est un échec cuisant dans le sens où c'est un problème que j'avais au quotidien qui a fait que j'ai trouvé ce projet-là. L'application de budget, c'est juste qu'en fait, j'ai un fichier Excel dans lequel je gère en fait mon budget mensuel. Donc, c'est-à-dire je renseigne mon salaire, je renseigne mes différentes charges, donc la box, le loyer, le pass Navigo, l'assurance du scout, enfin, toutes ces dépenses-là. Et dans lequel je prévois un petit peu, bah voilà, pour décembre, j'ai envie d'avoir, par exemple, mis 3000 € de côté en plus. Bah, combien je dois mettre tous les mois. Et en fait, à chaque fois, les projets partent d'un problème personnel. Mais sinon, il y a un GitHub qui recense des projets à faire. Project ID. Je ne sais pas si c'est celui-là. C'est celui-là. Qui recense en fait des idées de projets à faire. Pour tout niveau. Voilà. Et donc Riot Twitch qui a fait un BTS Info, il est infirmier, qui n'a rien à voir effectivement, et du coup tu codes en Python et en Swift, et tu tapes Flutter et Native. Bah, alors moi je pourrais défendre la paroisse de React Native parce que j'en fais depuis maintenant 4 ans et demi. Flutter, je te cache pas que j'y ai pas touché, donc ça va être compliqué pour moi de le défendre. Mais effectivement, React Native, je pourrais te le défendre de long en large en travers sans aucun problème. Alors, je vois l'idée du projet, c'est pas mal. Ça risque de créer la confusion, mais bon, ce serait le bon.
le premier projet dans cette situation. Dans la mission sous tu me parles du coup en .com de Momently, donc le projet sur lequel on travaille actuellement en React Native, ou du marathon qu'on veut se lancer vendredi pour le fun, du coup. Et donc, commencer par apprendre une techno un peu obscure comme Flutter, ça me semble un peu petit fou. Alors, je vais vous le mettre dans le chat pour ceux qui veulent. Hop. Et alors, Riot Twitch, du coup, infirmier, putain, c'est trop cool. J'admire tout le temps les gens qui travaillent dans la santé. Ça me rappelle un de mes anciens meilleurs potes qui travaillait en tant qu'infirmier. Bah après, alors, pour te défendre par rapport à ce que disait Bernd Baer, t'as pas dit que tu étais encore en école. Donc je sais pas si ton BLS Info tu l'as terminé ou si t'es en cours déjà. Ah, alors pour ce projet-là, Momently, effectivement, j'avais regardé sur OVH l'autre jour, le nom de domaine devait être disponible. Peut-être qu'il a été pris entre temps. Dans ce cas-là, j'aurais un petit peu le seum. Mais je vous cache pas que de toute façon, pour trouver des noms d'applications, je suis toujours éclaté. Donc .com est disponible. Ok. Bon, c'est pas gênant. Il y a le .tech qui est disponible. S'il faut, on peut faire un momently.app. Ça doit exister. Non. .io. Non plus. Ah, ça c'est gênant ça. Ah ouais, coup dur pour le joueur français là. Ah. Ah mais oui, je l'avais vu en plus. Mais alors je me demande s'ils n'ont pas eu une galère parce que pendant un temps, le nom de domaine il semble qu'il était disponible. Le mardi 6 juin 2023. À mon avis, c'est récent qu'ils ont dû racheter le nom de domaine parce que je crois que le certificat a une durée de 1 an. Genre AWS, ça va être à mon avis sur Route 53 qu'ils ont dû le prendre, peut-être. Oh, on s'en fout, hein. Ce qui compte c'est que ce soit plus disponible. Ah, c'est chiant ça. Namecheck. Alors, momently.dev est disponible, oui, mais malheureusement, on va pas prendre ça parce que, bah... Ah non, pas .dev, quoi. Et du coup, merci à G6K qui vient de rejoindre aussi l'aventure. N'hésite pas à faire comme tes compagnons, hein, à te présenter, que tu sois dev ou pas dev. On est là pour accueillir tout le monde. Et du coup, alors, Namecheck. Comme... Ah bah oui, ouais. En fait, j'ai pris l'habitude d'aller sur OVH parce que je fais tout par OVH, c'est plus simple. Point social, ouais. Après, en vrai, c'est pas gênant parce que si on regarde sur GitHub, je me suis déjà chié. C'est-à-dire que j'avais déjà appelé Momently, mais avant c'est Life in Shot. Si on regarde en fait ici dans mon terminal, on est sur Life in Shot qui est fait l'ancien nom où on était prêt à basculer sur Momently. Et en fait, la signification de Momently qui est quelque chose de temporaire, ça va pas parce que là l'idée c'est qu'on ait quelque chose qui soit gravé dans le temps. Donc pas ouf. Hop, on a oublié de faire ça. Donc je sais pas trop pour le nom du projet. Ça, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Moments, ça on peut pas. Parce que malheureusement, Moments, ça va trop rappeler Moment.js. Donc ça ne passera pas. O2 Switch. J'en ai entendu parler. Je te cache pas que je n'ai jamais testé. Je vois ce que ça fait. Attendez, hop. Si mon simulateur pouvait revenir ici, ça serait sympa. Toc. Voilà. J'ai jamais testé. En fait, il faut savoir que je n'ai jamais déployé sur des VPS.
que ce soit sur ODoSwitch, sur OVH. En fait, OVH, moi, typiquement, c'est juste ajouter des noms de domaine. Et après, dès que je dois déployer quelque chose, c'est Netlify. Je prends Netlify, tac. Et après, je balance mes projets dessus directement. Par exemple, si on prend mon site personnel, c'est sur du Netlify. Et j'ai un cache fourni, j'ai un CI/CD fourni directement. Donc Rio Twitch, tu as terminé ton BTS Info, c'est relativement nuant, du coup tu connais en C. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que tu n'as pas tenu en place. Tu as testé, tu es reparti, tu es revenu. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi le délire? Tu veux te relancer dans le dev, mais tu fais pas de formation, du coup tu vas un peu en mode autodidacte, et tu te remets un peu au goût du jour. D'où l'hésitation Flutter React Native, ou c'est que derrière tu as quand même une formation, un accompagnement derrière. Alors, Netlify, franchement, je le recommande. Ça ou Vercel. Les deux, c'est gratuit, selon ce que vous faites. Et si vous voulez faire des tests parce que vous avez fait, par exemple... Tiens, bon cas d'usage. Vous avez un entretien d'embauche. On vous dit, ben voilà, faites un petit projet React Native, enfin un React JS, et vous l'envoyez. Ce que vous pouvez faire, déployez-le avec Vercel, Netlify. Vous verrez, c'est gratuit. Et ça fait toujours son petit effet waouh d'envoyer directement une URL derrière. C'est-à-dire que on envoie le repo GitHub, on met à jour le README, on laisse pas le README dégueulasse de Create React App. On met un petit README custom en disant pour quelle entreprise on a postulé, comment on a répondu à la problématique. Et on met un petit lien Vercel ou Netlify pour que derrière, le recruteur, il clique, il voit directement le profil, il voit directement le projet buildé. Et là, ok, il sait que le mec a eu le temps de faire un peu de recherche, que le mec en a envie. Timelines. Le problème de Timelines, en fait, alors c'est bien parce qu'on a l'historisation, mais je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'idée d'avoir en fait des moments qu'on partage. En fait, Momently, c'est un mauvais franglish, mais c'était l'idée de dire bah, je partage des moments avec ma famille, avec mes amis, avec ma compagne, et à ce moment, tu pourras le retrouver sur ton application dans ton petit groupe, par exemple avec la Twitch Team directement, ou dans ton couple. Donc c'est pour ça que Timelines, je sais pas trop. En fait, je pense que ça pourrait m'aller si ici on avait un effet de timeline, c'est-à-dire ici un scroll avec effectivement les dates à chaque fois. Alors effectivement, après ODoSwitch, l'avantage c'est que c'est français. En fait, là où l'inconvénient c'est qu'il soit français, c'est aussi un avantage. C'est-à-dire que pour le projet justement Documento, qui est un projet où on veut stocker des documents français, ça peut avoir du sens. Du coup, Netlify, tout comme Vercel, en fait, ça permet tout simplement de déployer. C'est-à-dire que si on prend un schéma classique, hop, ça c'est moi. Ah bah alors. Ah. Ok. Tac. Ça c'est moi. Là j'ai un OVH ou un ODoSwitch. Pour déployer, je pourrais le faire là-dessus et après, bam, le rendre disponible. Et après, tout le monde tape sur ma dispo. Très bien. Le problème, c'est que généralement, si on fait ça, ça veut dire qu'ici, en fait, on a un VPS, un serveur, où on va avoir par exemple un Docker avec une instance Node.js et un Express avec un MongoDB qui tourne, et ça va le servir. Le problème, c'est que bah, ça consomme des ressources en permanence, et en plus, ça va avoir un problème à un moment donné de charge. C'est-à-dire que Node.js peut gérer un certain nombre de requêtes qui vont aller très vite, mais peut-être que tu vas avoir des limites par rapport à ton hébergeur. Dans ce cas-là, ce qu'on pourrait faire généralement, c'est qu'on ajoute ici du cache. Boom. Mais il ne faut pas oublier que toi, derrière, ici, il faut que tu déploies à la main. En fait, l'avantage de Netlify, là je voulais faire la grosse, hein, vraiment, mais
L'avantage de Netlify ou d'un Vercel, hop, Netlify ou d'un Vercel, c'est que toi, globalement, tu vas arriver, tu vas aller sur GitHub, tu commits ton code. Comme le dit Beard, tu le relis à Netlify ou à Vercel. Et eux, ils font la mise à disposition avec un cache, avec des sécurités. T'as pas de coût parce que tu as plus de trafic ou pas. Enfin, vraiment, c'est un moyen simple. Hein. C'est-à-dire que tu vas ici, tu ajoutes un nouveau site. Donc, par exemple, d'un profil existant. Tu vas sur ton GitHub, sur ton GitLab, enfin vraiment sur ton hébergeur de version que tu as choisi. Et derrière, ça déploie tout seul. Alors, ça fonctionne pour du Vue.js, ça fonctionne aussi pour du React, ça fonctionne un peu pour tout. Typiquement, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, donc j'ai fait le README ici. Derrière, j'ai juste mis des assets HTML avec des petits PNG très simples, pas de JavaScript. J'ai juste dit, bah, prends ce repo-là, tu me le déploies. Tu prends le nom de domaine anjo.tech. Donc là, après, tu modifies tes enregistrements de DNS pour que ça pointe vers Netlify. Et boum, ça marche. Et maintenant, dès que je déploie, donc dès que je fais une modif, je la pousse sur Git. Ça déploie tout seul. Donc là, il n'y a pas de CI/CD parce que c'est juste des fichiers HTML. Donc c'est juste ça update en fait le bundle. Et c'est tout. Ouais, comme le dit Beard, enfin, franchement, c'est le feu. N'hésitez pas à l'utiliser. Et vous avez des free plans qui sont monstrueux. Enfin, là, si on regarde, c'est pas là. Okay. J'ai le plan starter. Ok. Et donc, si on regarde sur Netlify, le plan starter, qu'est-ce que c'est? Déploiement gratuit, live website avec preview, rollback instantané et assez dynamique et statique. Vous avez ça ou vous avez Vercel. Voilà. Vercel aussi qui marche très bien. L'avantage de Vercel, c'est que en une ligne de commande, c'est déployé. Je crois que vous faites juste un Vercel directement dans votre terminal et ça marche. Alors du coup, je comprends pas la diff entre quoi et quoi, Michaelino. Bah, O2 Switch, à moins que ça ait beaucoup changé, mais si on est sur quelque chose qui est un peu comme OVH, tu vas en fait choisir un VPS, donc un serveur virtuel, que tu vas payer. Tu vas devoir après, du coup, bah, le gérer. Donc, soit tu fais du PHP, donc peut-être potentiellement à Nginx, après avec d'autres sécurités, ou mettre un Docker pour faire lancer une instance Node.js, par exemple. Et tout ça, tu n'as pas forcément peut-être besoin de le faire, en fait. Si on reprend un peu le principe du serverless, en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire que sur quelque chose comme O2 Switch, tu auras un serveur qu'il faudra que tu manages, il faudra que tu fasses attention à peut-être mettre un load balancer et gérer du coup la scalabilité. Si tu as un pic de trafic, il faudra aussi que tu gères à la partie sécurité. Là où avec quelque chose comme Netlify ou Vercel, tu es entre guillemets sur du serverless, c'est-à-dire que c'est pas toi qui gères le fait que ton site va grossir. C'est pas forcément une question de niveau. En fait, c'est surtout une question de besoin. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as envie, par exemple, de lancer un site. Premier besoin, c'est OK. Quel type de site? Est-ce que, déjà au niveau technique, je vais faire du PHP ou du JavaScript? En mode Vue.js, React, Angular, ou un PHP avec un back, un Laravel, un Symfony. Si tu pars sur du PHP, effectivement, bah, un O2 Switch ou un OVH sera entre guillemets nécessaire. Si tu pars sur un front directement avec du React.js ou du Vue.js,
ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à monter un ou deux switch et à directement prendre une solution de déploiement comme ça. C'est vraiment en fait une question de quel est mon besoin. Et en fonction de mon besoin, j'ajuste. Après ça, aujourd'hui, j'en parle librement. Enfin, moi, ça va faire 4 ans et demi que je travaille là-dedans. Je me spécialise aussi sur toute la partie architecture. Et c'est aussi pour ça que je suis des formations d'AWS. Donc, il n'y a aucun souci. Enfin, moi, j'ai commencé le dev. Franchement, le CI/CD, j'étais là en mode... Ok, ça marche. Enfin, voilà. Il n'y a aucun souci, il faut en parler. Vraiment, la question qu'on se pose en général, en fait, c'est quoi mon besoin? CI/CD, c'est pour Continuous Integration et Continuous Deployment. En fait, c'est... Bah, je code sur mon Mac, ou sur mon Windows, sur mon Linux, enfin peu importe. Je push mon code sur Git. Et après, bah, mon code, si je veux qu'il aille live, donc ce soit en production, il faut bien que quelque part, quelqu'un ou quelque chose le déploie. Et en fait, le CI/CD, c'est ce qu'on appelle un pipeline d'intégration, donc un flux d'intégration. C'est dire, ben voilà, j'ai commit, derrière j'ai une automatisation qui va reprendre mon commit, qui va compiler mon code et le déployer, par exemple. Après, tout ça, c'est des questions qu'on se pose réellement plus tard. Dans un premier temps, on n'a pas besoin de répondre à toutes ces questions-là. Enfin, c'est vraiment des trucs qu'on va bien plus tard. Si jamais tu as besoin, il y a de très bonnes ressources qui sont la roadmap front-end, enfin roadmap.sh, qui contient en fait plein de petites roadmaps sur quoi apprendre et comment l'apprendre, avec des ressources. Moi, personnellement, je me suis beaucoup servi parce que je trouvais que c'était pépite. C'est pépite parce que, déjà, tu apprends... Alors, maintenant, elle est interactive, ça c'est cool. Avant, elle n'était pas. Avant, c'était juste un PDF, c'était horrible. T'as beaucoup de choses là-dessus. Et effectivement, si tu veux lancer un suite, bah, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Si tu veux, par exemple, monter un e-commerce, une boutique en ligne. Dans ce cas-là, potentiellement, tu vas utiliser un Shopify parce que c'est quelque chose qui contient plein d'outils, qui est déjà bien configuré, qui fonctionne. Donc, tu partiras sur du PHP. Dans ce cas-là, effectivement, tu auras tendance à prendre un ou deux switch, par exemple. Demain, tu veux faire ton portfolio. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir tout le temps des calculs côté back pour afficher ton portfolio. Donc, tu vas plutôt utiliser une stack uniquement JavaScript avec du React.js, du Vue.js. Et dans ce cas-là, plutôt un Netlify ou un Vercel. Demain, tu veux monter une entreprise. Dans ce cas-là, tu auras deux solutions. Soit tu feras un serveur en Node.js, par exemple, ou en PHP, et un front-end. Et dans ce cas-là, tu pourras utiliser un ou deux switches pour déployer ton back-end. C'est vraiment toujours une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, pour quel type de population et quel type de flux. C'est-à-dire, est-ce que je vise des millions de personnes ou quelques personnes par jour? Et après, ça te permettra de savoir un peu vers quoi aller. Typiquement, dans ton cas à toi, ça va dépendre des technologies, effectivement. Par exemple, un site perso de type portfolio, tu peux très bien te baser sur un Vercel ou un Netlify. Le PHP, si tu es à l'aise avec, c'est très bien. Et dans ce cas-là, effectivement, tu pourrais partir sur un ou deux switch. Si tu es encore dans un cadre de formation et que tu apprends principalement JavaScript et que tu vois que PHP c'est bien pour faire des forums, etc., c'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que JavaScript pourra répondre intégralement à tes besoins. Et du coup, à te présenter si jamais l'envie t'en prend. Et ah ouais, alors Michaelino, t'inquiète pas, hein. Enfin, franchement, 2 jours de PHP, c'est rien. Si tu galères encore, c'est normal. Enfin, clairement, le dev, ça se fait pas en 3 jours. Ça se fait pas en 1 mois. Et ce que vous allez voir en 9 mois de formation, enfin, il faut se dire que c'est une toute petite pièce.
Il y a tellement de choses à voir. Mais moi encore, enfin, ça fait 4 ans et demi, tous les jours, je me forme encore sur des technologies, sur des trucs. Je suis, enfin, pour moi, on pourrait considérer, parce que j'ai 4 ans et demi, bientôt 5, que je suis, entre guillemets, médium, des petits seniors. En vrai, il y a des jours, je me sens encore junior parce que j'apprends des trucs que je ne connais pas. Enfin, quand je suis, par exemple, toute la roadmap DevOps, celle que je suis actuellement, avec notamment Cloud Guru, waouh, je me sens mais genre junior, hein. Mais je le sais, et c'est pas grave. Eh bien, écoute, installe-toi, fais comme tes petits camarades dans le chat. On parle de dev ici, on dev aussi sur du React Native. Enfin, on fait une petite pause là, on est plus en mode just chatting, mais c'est toujours plaisir. Et ouais, remap SH, comme je disais, c'est juste le feu. Enfin, franchement, tu prends Fontaine et lis toutes les rubriques, quoi. Parce que, mine de rien, en fait, en bootcamp, on vous apprend direct à faire JavaScript et bam, framework. Non, il y a 15 000 trucs à connaître avant pour être confort. Enfin, déjà, les DNS, c'est con, mais juste sachez à quoi ça sert, comment ça marche. C'est bête, mais dans mon entreprise aujourd'hui, si je devais dire, bah, qui peut configurer les DNS, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui soit à l'aise avec ça. Le SEO basique, pareil. Généralement, ce que vous allez faire quand vous allez apprendre du React, vous allez être là en mode. Alors, si c'est encore à l'ancienne, vous allez avoir class, mybutton, extends, component. Et dans votre render, vous allez faire un enchaînement de divs. Ah non. Des sections, des articles. Prenez le temps de bien lire cette partie-là, en fait. Alors, on va ouvrir un peu de lumière. Hop. Ah, mais c'est pour ça que aujourd'hui, quand je fais passer d'entretien et qu'on me dit j'ai fait un bootcamp, il n'y a aucun souci. Mais c'est justement là où je teste les profils juniors, c'est de leur demander, mais, ok, t'as fait ça, est-ce que t'as continué de te documenter, est-ce que t'as continué sur des projets perso? Parce que justement, bah, comme tu le dis, une semaine de JavaScript, c'est beaucoup trop court. Enfin, moi ça fait 4 ans et demi que j'en fais, il y a encore des jours où je me pose des questions contre JavaScript en mode, je ne connais pas cette méthode. Je ne sais pas précisément c'est quoi la signature de cette méthode. Enfin, clairement, un langage, tu vas pas l'apprendre en une semaine. Tu vas avoir effectivement peut-être un peu de syntaxe. Mais c'est pour ça que généralement, quand on me demande, bah ouais, j'aimerais bien commencer le dev, par quoi je commence toujours en fait par recommander FranciOI. FranciOI, du niveau 1 au niveau 3, vous le faites en Python. C'est du pseudocode. Enfin, c'est plus du pseudocode que du vrai Python au début. Mais vous apprenez de l'algorithmie, vous apprenez à raisonner, et après, vous apprenez un vrai langage derrière. Parce que ça, c'est quelque chose qui pêche énormément d'entretien. Enfin, faut pas croire, mais savoir maîtriser du React, c'est bien. Avoir un peu d'algo derrière, c'est un peu mieux. Et du coup, ouais, ça va, bah, forcément, ça va vite. Et donc, Xpixel, tu veux faire du web. Bah écoute, franchement, go. Surtout que tu maîtrises déjà du Java, du Kotlin, du C#, donc tu connais déjà des langages typés. Je pense que la moitié des gens te diront, bah vas-y, fais du TypeScript. Effectivement, oui, fais du TypeScript. Ça reste du JavaScript avec du typage et derrière un moteur qui est un peu différent, mais ça reste du JavaScript. Et après, t'es tranquille. C'est pas changeant par rapport à la stack que t'as actuellement, et franchement, c'est un confort. Bah ouais, c'est un peu ça. Clairement, c'est un peu ça. J'avoue que moi, j'en fais pas. Enfin, je recommande du TypeScript. Clairement, là, je fais du JS pur parce qu'en fait, vas-y, j'ai la flemme de tout le temps typer. Enfin, à un moment donné, c'est bon. Je le fais parfois au boulot sur des lambdas, mais enfin, je sais pas. Je pense que si un projet est vraiment de A à Z en TypeScript, c'est cool.
Quand t'es tout seul, ça se permettre. Hein. Je trouve ça stressant. Je suis curieux de savoir, justement, qu'est-ce qui te stresse, Berbère, à te dire que du GS ce soit stressant. Et du coup, Michaelino, enfin, franchement, je remets le lien dans le chat. Mais roadmap.sh, c'est un très bon site. N'hésite pas à checker si jamais à un moment tu as des trous. Parce que, en fait, dès l'instant où tu t'arrêtes à Package Manager, déjà, tu as une bonne base que beaucoup n'auront pas. Ouais, enfin, franchement. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Hop. Yes. Attention les yeux. Hop là. Et voilà. Alors, je suis d'accord sur le fait que TypeScript t'aide beaucoup. Après, pour ça, il y a aussi ton IDE. Hein. En vrai, ton IDE, bien configuré, il te fait globalement ce que TypeScript te propose, en fait. Enfin, concrètement, ton IDE est bien configuré. Il va savoir te dire, bah tiens, cette méthode-là n'est pas utilisée. Là où avec TypeScript, effectivement, il te le dira, mais il te le dira en mode vénère, en mode oh oh oh, non. Pourquoi Fleet, ça me parle? Ah non, ça me parlait pas. Ah mais si, parce qu'on est en train de le passer dessus au bureau, justement. Ah. Oui, parce qu'en fait, nous, on passe sur Fleet de ça, effectivement. On passe pas sur Fleet. Fleet, c'est pas l'IDE un peu à la VS Code in the Cloud? Ah, personnellement, hein. WebStorm, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, mais je vais t'efforcer à passer un peu sur VS Code. Ouais, c'est ça. Je me suis forcé à passer sur VS Code parce qu'en fait, mon Mac du bureau ne supporte plus WebStorm à cause de l'indexation. En fait, c'est que on a des projets qui ont un paquet JSON par dossier et il y a genre peut-être 150 dossiers. Et j'ai quasiment tout installé à chaque fois parce que j'en ai besoin. Et du coup, j'étais obligé de passer sur VS Code. Donc c'est pour ça que là, je code uniquement sur VS Code et je me force à utiliser VS Code. Mais sinon, effectivement, si j'avais une machine de guerre, je prendrais que WebStorm. Mais oui, il y a ça et il y a aussi Cloud9, pardon. Il y a ça aussi qui est pas mal. Après, faut aimer, hein, mais pareil, c'est un IDE collaboratif sur le web. Ouais, non, mais le logo, Ah, franchement, sur Mac, là, dans le dock, sur la gauche, c'est horrible. D'accord. Après, alors, il y a un mec que je suis sur Twitter qui fait pas mal de Kubernetes et qui du coup avait testé justement les IDE on the cloud, notamment parce qu'il fait ça beaucoup avec l'iPad en déplacement. Ça a l'air d'être de plus en plus prometteur. Je pense qu'il nous faut encore 1 ou 2 ans. Pour Fleet. Pour VS Code, je pense qu'on est déjà sur un truc qui tourne très bien. Mais d'ailleurs, il me semble que sur GitHub, maintenant, on avait aussi cette option de pouvoir dire, en gros, attendez, hop. Tac. Il me semblait qu'on pouvait...
Pour le save à l'input, personnellement, j'utilise. Clairement, j'utilise. Et d'ailleurs, là-dessus... Hop. Dans les paramètres... Ouais, moi l'autosave est tout le temps activé. En vrai, je me dis, si jamais j'ai fait une connerie, bah, un petit coup de ligne de commande, un petit coup de git, et puis ça passe. Un petit git diff, hop, je regarde ce qui va pas. Ça encore, je suis pas choqué. Je peux comprendre que ce soit choquant, mais je suis pas... C'est pas ce qui va me déranger, je pense. Après, alors, donc on est dans les nouveautés. Moi, ce que j'aurais bien testé, c'est Fig. J'aimerais bien savoir ce que ça vaut, ça. J'aimerais bien savoir, si jamais il y en a dans le chat qui ont testé Fig, qui est une sorte de terminal avec autocomplétion, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Et savoir si c'est vraiment game changer ou pas. Parce que là, actuellement, enfin, je suis sur un bon vieux ZSH classique. Mais s'il y en a qui ont testé, je suis toujours preneur. Ah ouais, bah alors... Faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais codé sous Windows. J'ai jamais codé sous Windows et je crois que je n'ai même pas envie d'essayer en fait. Ne serait-ce que par rapport au Mac, en fait, je ne sais pas faire les crochets. Donc là, je fais mes crochets. Sur Windows, je crois qu'à chaque fois, il me faut 1 à 2 minutes pour savoir faire des crochets. C'est pas possible. L2.5. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, il y a Windows qui est là. Parce qu'en fait, je ne stream pas avec le Mac, je stream avec un PC Windows. Et la Elgato fait le taf en fait de capturer ce que vous voyez. Ok, bah écoute, merci pour l'info, je ne savais pas. De GR5. Allez, on va tester quand même. Hello Bad Forms. Le pipe sur Windows. Oh là là. Bon, sous Mac c'est facile. Il n'y a aucun problème. Alors sous Windows. Ah bah attends, s'il vous plaît. Sur Windows, ils ont fait quand même un pipe avec une sorte de trou au milieu. Enfin. Alors peut-être mon clavier hein, qui est un peu éclaté, hein, mais. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Je suis désolé. Je pourrais te paraître un peu vieux jeu, mais je suis clairement, enfin, le layout du clavier Mac, je préfère largement à celui du clavier Windows pour coder. Ah, c'est plus simple. C'est plus simple. Il me faut 2 mains pour le faire. Sous Mac, il me faut 3 doigts. Bah, sous Mac, commande majuscule L. Enfin, option majuscule L. Je sais pas. Après, le layout du Mac est différent. C'est-à-dire que... Alors, on n'est pas vraiment sur celui-là, parce qu'on est plutôt sur les... Ça, c'est le belge. Bon, si on prend ça... 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. Ouais, mais Alt 6, t'es obligé de... Enfin... Soit tu fais comme ça avec ta main, soit t'es obligé de le faire avec 2 mains. Donc, ok, je comprends qu'on code avec les 2 mains, mais... Je sais pas, ça me semble plus naturel d'avoir ce tapement de doigts-là, en fait. Alors, les jeux obligent Windows, ça dépend à quoi tu joues. Ça dépend à quoi tu joues.
Après, tu peux toujours te monter une VM et prendre un clavier Mac que tu te branches derrière. Ça marche aussi. Hein. Non, mais en fait, mais en fait, je comprends pas comment vous pouvez faire. Enfin, désolé, hein, j'ai le clavier là. Hein. Comment vous faites pour faire ça? Après, alors, sur Mac, il faut se dire que c'est une question d'habitude. Mais c'est comme sur Windows, c'est comme sur tout. Faut s'habituer. Ceux qui ont un clavier QWERTY vous diront que c'est encore beaucoup plus rapide. Personnellement, j'ai pas envie de me lancer dans un clavier QWERTY. J'essaierai un jour, mais je pense que c'est pas tout de suite. Mais ça me paraît tellement bizarre de faire un. Tout droit sur la Alt, de barre d'espace, et annulaire sur le 6. Ah! Pouce droit sur le Alt. P-I-M-A. Ok. Ça n'empêche que j'ai toujours pas envie d'essayer. Mais effectivement, je vois le raccourci. Ouais, ok. Je sais pas, en fait, pour moi, mes doigts, ils dépassent pas. Enfin, la main gauche dépasse pas la lettre T et la touche 5. Ou sinon, c'est l'index qui va toucher la touche 6 éventuellement. Mais passer sur l'annulaire sur le 6, ça me paraît un peu. Enfin, switcher comme ça. Bah, Xpixel, je comprends totalement. Hein. Personnellement, c'est pour ça aussi qu'en fait, j'utilise deux PC. Là, je suis sur un MacBook M1 pour streamer, enfin pour coder. Et ça passe sur le PC fixe avec une Elgato pour streamer derrière. Et le PC fixe, c'est juste là quand on veut faire une petite session de jeu. Maintenant, on peut le faire aussi sur Mac, mais ça dépend effectivement de ce qu'on veut jouer. C'est vrai que si tu veux faire du Unity ou de gros jeux indés, bon, compliqué. Commencer comme un V, je trouve plus agréable sur le clavier Mac. Mais oui, mais oui. Enfin, je sais pas. Après, c'est parce que j'ai peut-être l'habitude maintenant, mais pour moi, ça me paraît plus naturel le clavier Mac. Après, il y en a qui diront que c'est encore plus naturel sur le clavier QWERTY, mais bon. Après, alors attention, les MacBooks, enfin les Mac avec l'architecture M1 sont assez violents au niveau puissance. Hein. Peut-être que ça pourrait fonctionner sur certains jeux. Hein. Je sais pas, j'ai pas testé, hein, mais c'est à voir. Ouais, attends, commande C, commande V, commande A, commande C, enfin. Là où sur Windows, c'est avec ton petit doigt. Ouais, je sais pas, ça me paraît plus naturel. Hop là. En vrai, je pense que c'est une question d'habitude. Si t'as l'habitude, ok. Si t'as pas l'habitude, tu seras plus à l'aise. Hop. Après, je comprends une chose, c'est que Mac, il y a un côté très dissuasif sur le prix. Et qu'un PC Windows, c'est tout de suite beaucoup plus polyvalent. Personnellement, je me dis que c'est un outil de travail. Et que si je peux être plus productif en payant un peu plus cher, enfin, je préfère. C'est comme le débat éternel entre ceux qui vont dire ouais, VS Code c'est mieux, c'est gratuit, versus WebStorm où c'est payant. À nouveau, c'est vraiment du confort. C'est-à-dire que WebStorm, t'as pas besoin de le configurer pour que ça marche bien. VS Code, je suis désolé, je vais être très, très tranchant. Si tu le configures pas, bah t'as plein de trucs en moins. Donc pour les puristes, c'est parfait.
Là, WebStorm peut être gênant. Pour toutes les personnes qui sont pas encore trop à l'aise avec le dev et qui ont besoin de pas mal d'assistance, WebStorm, c'est vraiment le feu. Et soucis musculaires. Alors après, pour tout ce qui est soucis musculaires, je sais qu'il y a pas mal de claviers, sans forcément citer les claviers de Vorak qui sont vraiment axés programmation. T'as pas mal de claviers qui peuvent être même décomposés ou en forme de wave un petit peu pour le repos des mains. J'ai jamais testé hein, personnellement, donc à voir, mais ça peut être une solution. Tu vois, contrairement à toi, par contre, moi, ça va être plutôt des problèmes de dos. Où là, clairement, effectivement, il y a souci. Problème de doigt, j'avoue que sur ça, je touche du bois. Clavier Bepo. Bah oui. Un peu de wave comme ça, qui te permet du coup d'avoir vraiment les mains en fait, bah, un peu comme le petit bonhomme là. Après attention, hein, coder giga vite, moi je peux coder ultra vite, je vais vous chier une bouse. Hein. D'ailleurs pour ceux qui ont du mal avec la dactylo, faites-en un peu de tous les jours, un petit ten fast finger. Ça aide toujours de pouvoir taper avec les 10 doigts. Après pour ça, clairement, j'ai encore personne dans mon entourage qui me vend ce clavier-là. Quelqu'un en a un sur Paris et qui veut me le faire tester. Écoutez, je suis grave preneur pour voir. Mais je sais pas si c'est plus adapté. Je pense que oui, c'est bien quand tu as des soucis au niveau de la main. Mais après, est-ce que ça conviendrait à tout le monde? Ça, je suis pas sûr. Ah mais clairement. Mais sur ça, alors, ça vous avez LL Cool Chris, qui est un autre streamer, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé à me lancer dans le stream, et du coup je le remercie énormément. Si jamais il passe un jour par là et qu'il voit cette petite dédicace, sache que je te remercie. Et lui, effectivement, est un dev qui va parfois sur Twitch et qui code avec Vim dans VS Code, si je me trompe pas. J'ai essayé. Je sais pas si c'est une question de layout. C'est pas mal. Après, j'ai encore du mal avec la direction. Mais clairement, je sais que ceux qui codent avec ce genre d'outils, ça devient des bêtes après. Ouais, voilà. C'est ça. Alors après, il y a je crois que d'ailleurs, c'est directement, c'est Manvim. C'était Coco Elmine qui avait fait une vidéo sur apprendre Vim. Coco Elmine Vim. Et en fait, il explique qu'il y a un tutoriel dedans. Et c'est vraiment pas mal. Qui ça? Prime Agent. Non, alors si Réo Twitch demande le streamer, c'est Cool Chris. Alors attendez, je vais le retrouver sur Twitter, c'est plus simple. Hop là. Lui. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, parce que franchement, il fait du beau contenu. Et effectivement, il est sur Neovim maintenant, et c'est un très bon gars, très cool. Enfin, franchement, n'hésitez pas à aller s'abonner à lui, parce que il fait du beau boulot. Hop. Alors du coup, ça on l'avait fait, ça on l'avait fait. Tac, on a un changement ici. Après, à nouveau, hein, Bear, si jamais tu es sur Paris et que tu as craqué, que tu as acheté le clavier Bepo, n'hésite pas à passer à l'appart, je le teste quand tu veux. Mais alors, je suis pas sûr que je vais kiffer. Mais pourquoi pas?
Tac, tac, tac. Et donc là, on avait dit si on avait une petite modif, on quitte. Ah bah ouais, carrément. Après, alors, j'ai passé des années avec un clavier mécanique. Ce que je reproche à Apple parce que c'est pas forcément disponible. C'est le feu. Enfin, franchement, j'adore. J'adore être avec le clavier mécanique. Bon, tous mes mates, en fait, me tuaient parce que clairement, ça faisait beaucoup trop de bordel. Mais le clavier mécanique, s'il y en avait un avec le layout d'Apple, franchement, je pense que je paierais direct. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est pas évident à changer. Et j'avais suivi, il y a quelques personnes sur Twitter qui s'étaient lancées dans l'idée de passer de l'AZERTY au QWERTY, par exemple. Et en fait, la mémoire musculaire de l'AZERTY vers le QWERTY était très compliquée pour beaucoup. Et ils se disaient, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et je pense que pareil, quand tu passes d'un layout d'un clavier, par exemple, de MacBook à un clavier Bepo, par exemple, ou un Dvorak avec avec la barre d'espace en plein milieu, enfin, je pense que clairement, tu galères. Mais je pense que ça s'apprend, ça s'apprend. Zif. Alors, est-ce que Zif, c'est le mec qui le stream ou pas? Ça va pas être lui. Non, c'est pas lui. Il y a un mec qui build des claviers pareils en live sur Twitch. Je crois que c'est tous les vendredis. Et pareil, ça coûte un bras. Hein. Il en avait parlé. Ah, c'est quoi? C'est Twitch build keyboard. C'est pas lui. Si quelqu'un a le nom et qui n'hésite pas à balancer son nom, parce que pareil, ça c'est encore un mec qui fait toujours des lives très chill et mais si c'est taille à types en fait. Peut-être. Attendez. Je vais chercher vite fait là en off. Ah, c'est ça. C'est ça. Le maître des claviers. Ah, effectivement, lui, il fait des claviers mécaniques qui sont magnifiques. Mais ouais, enfin, clairement, je sais plus qui l'avait dit du coup, mais ouais, c'est un berbère. Tu claques un rein dans son clavier, quoi. Mais je sais pas si je me ferais pas la folie un jour de m'en payer un. Avoir genre quelque chose d'ultra épuré comme ça, mais sans le côté RGB, hein, juste en mode petite lumière bleue chill, moins roots que ça. Quelque chose un peu dans ce style-là, par exemple. Mais avec le layout du Mac. Sans toutes les touches F1 au-dessus. Ah bah un rein dans le sens où je crois que c'est quasiment 1000 balles le clavier. Attendez, simple, on peut regarder. Hop. Comment ça coûterait les Switch? Ah ouais, non mais voilà. C'est 8 $ le Switch. Ok? Sachant qu'on a les 26 lettres de l'alphabet. Plus après les nombres de 1 à 9 plus 0, donc 10. On est déjà à 36. Le directionnel, ça fait 4. On dirait 40. En gros, on est sur un clavier où tu as à peu près 90 touches. Et du coup, bienvenue à toi, Blomkiss TV. N'hésite pas à faire comme tous tes petits camarades, à t'installer, à te présenter, si jamais t'es dev, à parler de ton petit parcours, ça fait toujours plaisir. Et à nous dire si tu serais prêt à payer pour un clavier à 1000 balles. Parce que clairement, c'est ça. Hein. Enfin, en gros, si on comptait là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 x 4, 48. 48 fois 8, on est à 96, 192 $. On a un minimum 192 $ juste en touche. Juste en touche quand même. Après, il faut la plate, donc le support. Après, il faut... Enfin... Hop. Ok, 15 $. 15 $, et je pense que là on est sur de l'entrée de gamme. Hein. Pas stabilizer, Ducky Caps, ok. Et ça, combien ça coûterait? Oh, le rapa. Ouais. Pour résumer, en gros, on est sur des beaux claviers. Qui, je pense, c'est un cadeau genre monstrueux à se faire. Mais effectivement, c'est un clavier à 500 € minimum. Donc n'hésitez pas, voilà. Cette personne-là et LL Cool Chris, c'est deux streamers en tout cas que moi je regarde avec grand plaisir. C'est deux personnes. D'ailleurs, je ne suis pas sur ce compte-là. Ah bah si, je le suivais. Qui ont vraiment du très bon contenu. Et du coup, on a Bloomkiss qui a rejoint, mais qui n'a pas pris le temps de se présenter parce qu'il se cache discrètement. Si jamais vous voulez l'attirer avec vous et lui dire de se présenter, je pense que ça nous ferait tout plaisir. Et pendant ce temps-là, on va vite fait faire cette modif. Hop. Index number. Choice index. Ok, donc là, désormais, on est sur du pristine ou pas pristine. Ah, et commit update fait déjà un go back. Parfait, pas besoin de le rajouter ici. Alors, on va virer cette condition. Ah, mais non, on va pas le virer. Ok. Tac, 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 tac. Et si on l'active, on fait comment? Alors pour ceux qui rejoignent le projet, n'hésitez pas, je vous remets la commande dans le chat, mais point d'exclamation about, en même temps ça, hop, ça parlera un peu du projet, et point d'exclamation bêta pour ceux qui veulent rejoindre. On avait pris du retard d'ailleurs pour ceux qui s'étaient déjà inscrits. Promis, on essaie de la sortir cette semaine. Avec un clavier de MacBook classique, hein, pas un clavier à 500 ou 1000 balles. Mais on essaie de la sortir bientôt. Tac. Regardez, quitter avec un Q majuscule quand même. Tac, tac, tac. Et quitter. Voilà. Ok, bon ça marche. On a notre formulaire de sauvegarde des données. En fait on s'est arrêté là, après un long débat sur les claviers, sur est-ce qu'on préfère un layout de Mac ou de Windows. Personnellement, moi je le dis, hein, je préfère le layout du Mac. On était sur le menu des paramètres avec le côté pristine ou pas. Et est-ce que j'ai un MX Keys? Alors, non. En fait, actuellement, si je vais vous montrer mon setup de stream, j'ai un MacBook M1 en fait en dual screen. Donc j'ai l'écran du Mac et j'ai l'écran en fait qui est sous la caméra sur lequel je regarde. Donc c'est le clavier classique qu'on peut retrouver juste là. Et après j'ai ici un clavier somme toute très basique de chez probablement un no-name. Ça doit être un boulanger celui-là. Juste pour gérer le côté Windows. Mais effectivement, pour le moment où je joue,
J'ai un très vieux clavier que j'ai depuis maintenant peut-être 7 ans, si je me trompe pas, ou 6 ans, qui est la description textuelle de l'application dans le chat. Et en fait, je voulais sortir la bêta la semaine dernière, sauf que j'ai dû m'absenter un petit peu et j'ai pas pu. Donc là, on est en train de boucler pour que les gens puissent accéder désormais à la bêta du projet. Et en fait, c'est une sorte d'Instagram privé, tout simplement. Mais sinon, ça va, franchement, petit dimanche de repos. Donc je me suis dit que j'allais streamer cette journée-là et retrouver ceux qui avaient envie de chiller avec moi, tout simplement. Et Lord attaque Chroma. Je ne le connais pas. Je connais le Black Widow, enfin le Black Widow, l'ancien qui était ouvert, parce que je l'ai eu. Et la sensation, elle est géniale. La sensation est juste géniale. Et du coup, merci à toi, Bad Froms, pour ton petit follow. Ça fait en tout cas que tous ces follows me font extrêmement plaisir parce que en fait, ça soutient la chaîne et ça montre aussi que y a des gens qui aiment voir du dev. Et je ne suis pas le seul mec chelou à regarder des gens dev, donc ça fait plaisir à voir. Et au niveau du coup, Tekaya, des outils qu'on utilise, on est sur du React Native pour toute la partie front et toute la partie back, ça va être exclusivement du Firebase. Donc du Firestore pour la partie base de données, la partie notification, la partie Cloud Function aussi. Et voilà. Et ouais, et en fait, clairement, je me rends compte que la communauté de dev, elle existe. Elle n'est pas juste dans un coin perdu et ça fait trop plaisir à voir. Et en fait, ça fait aussi plaisir de se dire que parfois, il y a des juniors qui passent sur le chat que je peux aider et accompagner. Donc c'est plutôt cool. Ça fait aussi du bien moralement de se dire que on arrive encore à véhiculer des connaissances et qu'il y a vraiment une solidarité dans ce milieu-là. Donc voilà. Donc pour te répondre, Tekaya, donc Firebase, React Native et la recherche des profils utilisateurs et l'indexation passe par Algolia, qui est un service en fait d'indexation de documents et de recherche, tout simplement. Après, pour la partie photo, on utilise Cloudinary, qui est un hébergeur de photos, qui est un énorme en fait fritière et qui permet d'avoir plein de transformations, d'avoir des thumbnails, d'avoir un peu de tout, et ça c'est plutôt cool. Bah, si jamais il y a des personnes qui veulent venir troller ou trash, enfin franchement, venez. Parce que je crois que vous avez rien d'autre à foutre que de faire ça. Moi, je sais que je fais un truc qui me fait plaisir. Et du coup, on va répondre à Tintin Takaya qui se demande en fait l'arborescence des fichiers et des projets. L'arborescence, alors, vu qu'on est sur l'application React Native, il n'y a pas de pattern imposé dans le sens où c'est pas un framework qui va te dire qu'il faut que tu aies tes contrôleurs à tel endroit et tes routes à tel endroit. Ce qu'on a fait, c'est que on a... D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, donc je vais vous le présenter à tous. On a un point d'entrée. Et après, on a réparti tout dans différents dossiers. Un dossier avec tous les composants bas niveau, donc tout ce qui va être input, tout ce qui va être, par exemple, la gestion des images. Donc, est-ce qu'une image est ronde, est-ce qu'une image est petite ou grande? On va avoir dans les configs quelques credentials, mais pas grand-chose. Et on n'utilise pas Redux, on n'a pas de side effects, on n'a pas de modules. On passe tout par des contextes. Et en fonction des besoins, un contexte peut être dans un dossier parce qu'il va avoir par exemple une machine qui va permettre de gérer un peu les différents états de ce contexte-là. Derrière, on a quelques helpers assez classiques. Celui-là, dont j'en ai parlé d'ailleurs sur Twitter, qui permet en fait de filtrer un arrêt par rapport à une key, parce que j'ai souvent des arrêts avec des objets. Et après, directement nos scènes, tout simplement. Ah, mais je connais pas Code Radio. Attendez, c'est quoi ça? Code Radio? Ah, radio développeur. Bah écoutez, je me le note. Merci pour l'information, Macolino. Je ne le connaissais pas du tout. Toc. Après, qu'on vienne défendre sa stack, clairement, alors je connais Free.com parce que j'ai beaucoup travaillé dessus.
Enfin, en tout cas au début. Après, quand on a des revenus stack, enfin, ça se comprend. C'est-à-dire que c'est comme si on te disait, t'as peint ta maison en bleu et c'est moche. Ben en fait, non. Enfin, moi j'ai peint en bleu parce que j'avais envie d'aimer du bleu, tout simplement. Donc il n'y a pas de raison de trash sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Au contraire, ça ouvre un débat. C'est plutôt, ok, toi t'aimes pas ce langage-là, mais en fait, pourquoi? Vas-y, viens, on parle. Pourquoi? Peut-être que c'est infondé. Alors du coup, pour les images, en fait, c'est Cloudinary qui gère directement l'upload des images et le stockage. Donc on a juste recodé ici quelques méthodes pour mettre en place Cloudinary. Et après on passe tout ici, tout simplement. Et en fait Cloudinary, donc ça gère l'upload des images et en fait ça permet d'avoir pas mal de mutations sur les images. Par exemple, on peut mettre des presets pour qu'une image, quand elle est upload, elle soit par exemple enregistrée en 400 par 400, en noir et blanc, ou avec un filtre. Et en fait, ça permet du coup de ne pas s'embêter à avoir ces mutations côté front, d'avoir directement côté back, et d'avoir après des URL qui permettent d'y accéder. L'avantage, c'est qu'on a un cache et on gagne pas mal de temps par rapport à ça. Enfin, on a un CDN plutôt avec Cloudinary qui est directement intégré. Et comme je le disais, en fait, le premier free tier est juste monstrueux. Enfin, en gros, on a 25 crédits mensuels, sachant que un crédit, ça équivaut à 1000 images, si je ne me trompe pas. Donc la seule API qu'on va utiliser en fait dans ce projet-là, pour répondre à Tintin Tekaya, ça va être effectivement Cloudinary. Ok, bah en fait, alors pour la musique, Michaelino, pour te répondre, je galère à chaque fois. Donc j'écoute pas mal de fois la même radio, parce qu'en fait ce que vous entendez, je l'entends aussi du coup en retour. Et en vrai, j'essaie de chercher sur Spotify surtout. Sauf que je me suis rendu compte que la dernière fois, j'avais trouvé quelque chose qui était entre guillemets genre copyright free. Et je me suis pas fait strike, mais en gros sur le replay, je me suis fait genre cut une partie du replay au niveau de la bande son, juste parce que en fait Twitch a dit non, ça je n'en veux pas. Est-ce que vous pouvez partager et communiquer les liens des bons plans des atouts dépolis? Alors je me note de configurer la piste 6. Ça, n'hésite pas à m'en parler sur Twitter si tu me suis dessus parce que je suis preneur. J'ai pas compris Tintin Tekaya. Je t'avoue que là, je suis preneur à ce que tu reposes ta question. Parce que là, je suis perdu. Après, voilà, pour répondre au tatou divin, en tout cas, si on a qui veulent perdre du temps à venir trash talk, pas de souci. Enfin, franchement, je vais juste les mute et je vais leur dire bonne journée. Mais je trouve ça dommage de perdre du temps alors que du temps dans une vie, on n'en a pas énormément pour aller faire chier d'autres personnes. Donc au pire, je vais m'amuser avec eux à essayer de comprendre pourquoi ils font chier et voilà. Au mieux, ils vont se prendre un Théo. Alors Twitch Soundtrack, j'ai regardé. L'inconvénient, en fait, c'est que ils te garantissent pas que tout est copyright free. Bon, comme beaucoup de choses, tu me diras, mais ils te le garantissent pas et ils te le disent d'ailleurs qu'ils désactivent les sons dans les replays. C'est-à-dire que tu es obligé déjà de le mentionner ici. Et derrière, quand tu vas checker tes replays, ils te le disent en mode... on désactive la piste audio en fait de vos replays. Genre. Voilà. Ça va pas être inclus dans tes VOD. Donc soit tu fais un petit hack, enfin un petit trick comme la piste 6 dont parle BeatBear et dans ce cas là je pense que t'es tranquille. Mais sinon effectivement je pense que si tu le fais pas t'es vite bloqué. Attends, je vais quand même le noter BeatBear parce qu'en fait ça m'a intrigué, c'est sur des pistes 6. Je t'avoue que je débute totalement sur Twitch.
6 pour l'audio. Bah, si ça sert parce que tu peux diffuser directement après, il y en a pour beaucoup les VOD, bah, c'est réservé par exemple aux abonnés. Moi, j'ai pas d'intérêt à le faire, mais pour ceux qui le font, justement, bah, typiquement, ça peut être problématique. J'avoue que moi, je sais pas, si les gens vont beaucoup regarder, par exemple, les replays, donc si jamais c'est pas le cas, c'est pas gênant. Mais en attendant, je les ai pas mis. Hmm, ok, je vois le délire. Mais du coup, ça veut dire que c'est comme ça que font les streamers en fait pour balancer tout et n'importe quoi en musique en fait. Alors, Tintin Takaya, est-ce que vous pouvez partager, communiquer des liens, des bons plans, des atouts dépolis? En fait, c'est les atouts dépolis que je suis pas sûr d'avoir compris. Si c'est la question de pourquoi je pourrais prendre VS Code que WebStorm pour tel ou tel projet, ça va être surtout une question en fait de ressources du Mac en fait, typiquement. C'est-à-dire que si je travaille sur mon Mac du bureau, je vais plutôt prendre VS Code, qui est beaucoup plus léger, et vu que les projets sont beaucoup plus complexes, c'est beaucoup plus facile de travailler dessus. Si je prends un projet perso, je vais pas hésiter à utiliser WebStorm. Là, aujourd'hui, je me force à utiliser VS Code parce qu'en fait, je commence à avoir une configuration qui me convient dessus, et ça me permet aussi de me conditionner à le faire au bureau. Mais si au bureau, je pouvais aussi utiliser WebStorm tranquillement et que mon Mac le supportait, j'utiliserais WebStorm aussi pour le stream. Bah écoute, bien, en tout cas, si jamais je pouvais être l'équivalent d'un LL Cool Chris pour moi ou d'un Instant Canette, et que je pouvais t'aider à te lancer, franchement, fonce. C'est ultra flippant la première fois. Enfin, personnellement, moi je le fais parce que je suis un flippé de prendre la parole en public. Vraiment, demain, on me met devant la moitié de ma boîte. Même si ça fait 4 ans que je travaille avec eux, waouh, je ne pourrais pas leur dire bonjour. Je vais être tétanisé. Euh, et le stream, ça m'a aidé un peu à me lancer et à me dire, ok, bah, il y a peut-être des gens que je connais pas qui vont rejoindre, des gens que je n'ai jamais vus, qui vont juste me parler et bah, peut-être ça va m'aider à basculer en dehors de ma timidité. Donc c'est pour ça que je le fais et vraiment, si un jour tu as envie de te lancer, enfin juste te pose pas de questions, lance-toi. Et si en plus tu sais configurer OBS, bah t'as tout gagné quoi. Alors vidéo de lifestyle de dev, pas spécialement. Il y a une seule chaîne que je regarde de temps en temps, c'est Deva's Life. C'est un des seuls que je suis. Alors je n'ai aucun abonné sur YouTube, faut pas croire, mais c'est un des seuls que je vais regarder, ça va être lui. Mais sinon, non, je regarde pratiquement pas de vidéos de freestyle, enfin de lifestyle de dev en tout cas sur YouTube. En ce moment, pour être transparent avec tout le monde, ce que je regarde, c'est A Cloud Guru sur la formation architecte AWS. Et après, ça va dépendre des jours. Et ouais, en fait, j'ai des plantes derrière, j'essaie de ne pas les tuer. Donc, je fais une petite razzia l'autre jour à Plantes pour tous. C'est un petit event qui a lieu régulièrement à Paris qui permet d'avoir des plantes de manière accessible et plutôt cool. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, Tintin Tekaya, mon lien LinkedIn, il va pas être directement disponible sur Twitch. Néanmoins, si vous voulez, vous avez un lien vers mon site personnel, anjo.tech, et dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter si besoin est. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est disponible s'il y a besoin. Mais je ne vais pas mettre mon lien LinkedIn sur Twitch. Il n'y a pas de relou, il n'y a que des gens qui posent des questions qui ont besoin de réponses.
Je parle de ce principe-là. Si parce que quelqu'un aujourd'hui vient et qui pose des questions, on l'estime qu'il est relou, je pense pas que je pourrais être d'accord parce qu'en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui soit n'a pas les codes, soit a juste envie de s'intéresser mais ne sait pas comment le faire, ou quelqu'un qui est timide comme moi. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de souci. Enfin, ouais, bah, je suis patient parce qu'en fait, un, c'est mon métier, et deux, parce qu'en fait, enfin, comme je vous le disais, moi, je me suis lancé dans le stream parce que fait, je suis un flippé de la parole en public. Et il y a plein de codes que je n'ai pas.